Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un inédit de Stephen King. Comme vous l'avez vu dans le titre, un prologue de Shining a récemment été publié. Et bien entendu, j'ai réussi à me le procurer. Avant de commencer, pensez à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Et donnez-moi vos impressions en commentaire. Sans oublier le petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. Oui, vous avez bien entendu, un prologue à Shining de Stephen King. Ok, calme-toi. Donc, pour revenir aux choses sérieuses, dans ce prologue écarté du livre lors de sa publication en 1977, au lieu de commencer par l'histoire de Jack, son épouse Wendy et leur fils Danny, King revient sur des événements antérieurs dans ce même hôtel. L'hebdomadaire Le 1 des libraires publie jeudi un prologue, rarement publié en anglais, inédit en français, au roman de Stephen King, Shining, rendu célèbre par le film de Stanley Kubrick. Ce chapitre avait été écarté du livre lors de sa publication en 1977, Shining, l'enfant lumière. Troisième livre du prolifique romancier américain, raconte la folie qui s'empare de Jack Torrance, écrivain raté qui prend un emploi de gardien dans un immense hôtel, perdu dans les montagnes du Colorado, l'Overlook, fermé en hiver. Dans ce prologue de 5 scènes, au lieu de commencer par l'histoire de Jack, son épouse Wendy et leur fils Danny, King revient sur les événements antérieurs de cet hôtel. Le 1 des libraires publie l'une de ces scènes, qui se déroule en août 1929, intitulée « Une chambre au petit matin ». Comme à Jack Torrance, l'Overlook ne réussit pas à Lottie Kilgalon Pillsbury, jeune mariée new-yorkaise qui a insisté pour passer la lune de miel dans les Rocheuses plutôt qu'en Italie. En anglais, ce prologue a été publié en 1982 dans un magazine spécialisé, puis en 2017 dans une réédition luxueuse du roman, aujourd'hui épuisé, The Shining, chef-d'œuvre du roman d'horreur et l'un des plus grands succès de Stephen King, vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Le prologue en 5 scènes s'intitule en anglais Before the Play, avant la pièce. King concevait en effet son livre comme une tragédie avec unité de temps, de lieu et d'action. L'éditeur, Doubleday, estima cependant que le récit déjà long avec ses 450 pages pouvait se passer de ses chapitres, ainsi que d'un épilogue intitulé After the Play, après la pièce. Ce n'est qu'en 2013, des informations de presse avaient évoqué le projet d'une adaptation de son prologue au cinéma. Stephen King y était hostile, lui qui n'a jamais aimé non plus le Shining de Stanley Kubrick. Voilà, c'est fini par rapport aux infos de ce prologue. Je vous souhaite une agréable écoute à tous. Une chambre au petit matin. Prologue. Venir ici avait été une erreur, et Lottie Kilgalon n'aimait pas reconnaître ses erreurs. Pas question de reconnaître celle-ci, se disait-elle avec détermination, en contemplant le plafond qui miroitait au-dessus d'elle. Son mari, depuis 10 jours, dormait à ses côtés. Du sommeil de l'homme sage, auraient dit certains. D'autres, plus honnêtes, auraient appelé ce sommeil du roi des imbéciles. William Pillsbury, descendant des Pillsbury du Winchester, fils et héritier unique de Harold M. Pillsbury, fortune ancienne et confortable. L'édition était leur sujet de conversation préféré, car l'édition était une profession de gentleman. Mais parallèlement, on trouvait une chaîne d'usines textiles en Nouvelle-Angleterre, une fonderie dans l'Ohio et d'immenses propriétés agricoles dans le sud. Coton, agrumes et fruits. Les vieilles fortunes valaient toujours mieux que celles des nouveaux riches. Mais dans un cas comme dans l'autre, ils chiaient du fric tous les matins. Si Lottie adressait cette remarque à Bill, sans doute qu'il blêmirait. Peut-être même qu'il s'évanouirait. Ne crains rien, Bill. Jamais je ne profanerai le nom des Pillsbury. C'était elle qui avait eu l'idée de passer leur lune de miel à l'hôtel Overlook, dans le Colorado. Et il y avait 2 raisons à cela. Première raison, bien que cet hôtel soit affreusement cher, comme les meilleurs établissements hôteliers, ce n'était pas un endroit hip. Et Lottie n'aimait pas les endroits hip. Où as-tu passé ta lune de miel, Lottie? Oh, dans un merveilleux hôtel au Colorado, l'Overlook. Un lieu charmant, un peu isolé, mais tellement romantique. Ses amis, dont la bêtise, très souvent, pouvait rivaliser avec celle de William Pillsbury, la regarderaient dans un RBA. Lottie avait remis ça. La seconde raison était plus personnelle. Elle avait voulu passer sa lune de miel à l'Overlook, parce que Bill voulait aller à Rome. Or, il lui semblait indispensable d'établir certaines choses dès que possible. Pourrait-elle imposer ses décisions d'emblée? Dans le cas contraire, combien de temps lui faudrait-il pour mettre son mari au pas? C'était un imbécile, et depuis le bal des débutantes,
il la suivait comme un toutou, la langue pendante, mais après lui avoir passé la bague au doigt, serait-il toujours aussi malléable? Lottie eut un petit sourire dans le noir. Malgré le manque de sommeil et ses cauchemars récurrents depuis leur arrivée ici, c'était la phrase clé. Ici, ça ne voulait pas dire l'américain hôtel à Rome, mais l'Overlook, dans le Colorado. Finalement, elle pourrait le manipuler sans peine. Et c'était le plus important. Elle l'obligerait à rester encore 4 jours. Au départ, elle avait prévu de rester 3 semaines. Mais les cauchemars avaient changé la donne. Après quoi, elle pourrait retourner à New York. Car c'était là-bas que tout se passait en ce mois d'août 1929. La bourse s'envolait. Il n'y avait plus aucune limite. Et l'année prochaine, à la même époque, Lottie s'attendait à hériter non pas d'1 ou 2 millions, mais de plusieurs millions de dollars. Certes, quelques poules mouillées affirmaient que le marché allait s'écrouler, mais personne n'avait jamais traité Lottie Kilgallen de poule mouillée. Lottie Kilgallen Fisbury. C'est comme ça que je devrais signer mes lettres maintenant. Et mes chèques, évidemment. Mais au fond de moi, je serai toujours Lottie Kilgallen. Car jamais je ne le laisserai me toucher. Pas à l'intérieur, là où ça compte. Le plus embêtant dans cette première épreuve de force, c'était que Bill se plaisait à l'Overlook. Tous les matins, il se levait 2 minutes après l'aube, faisant voler en éclats les bribes de sommeil qu'elle avait réussi à arracher à l'insomnie. Et il contemplait avec enthousiasme le jour naissant, tel une sorte d'hédoniste grec répugnant. Il était parti 2 ou 3 fois en randonnée. Il avait effectué plusieurs promenades à cheval avec d'autres clients de l'hôtel, et avait failli la faire hurler d'ennui en lui racontant les anecdotes de sa monture, une jument B nommée Tessie. Il avait tenté de la convaincre de l'accompagner, mais Lottie avait refusé. Monter à cheval signifiait porter un pantalon, et son postérieur était un poil trop large pour ce genre de vêtements. Cet abruti avait même suggéré qu'elle parte en randonnée avec lui et quelques autres. Le fils du gardien faisait également office de guide, s'extasiait-il, et il connaissait une centaine de chemins. Quand on voit tout ce gibier, disait-il, on a l'impression d'être revenu 100 ans en arrière, en 1829. Lottie avait douché son enthousiasme, là encore. Selon moi, mon chéri, une randonnée devrait toujours être un aller simple. Un aller simple? Son large front d'anglo-saxon se plissa, et se figea simultanément, comme chaque fois qu'il exprimait sa confusion. Comment peux-tu faire l'aller sans le retour, Lottie? En hélant un taxi pour rentrer à la maison quand tu commences à avoir mal aux pieds, répondit-elle froidement. Ce trait d'esprit passa au-dessus de la tête de Bill. Il partit donc sans elle, et revint rayonnant. Cet abruti avait pris des couleurs. Même leur soirée bridge, dans la salle de jeu du rez-de-chaussée, ne procurait à Lottie aucun plaisir, ce qui ne lui ressemblait pas. Lottie était une sorte de chacal à ce jeu. Et si la décence n'avait pas interdit à une femme de jouer de l'argent avec des hommes, elle aurait pu apporter une dot en liquide à son mariage. Ce qu'elle n'aurait pas fait, bien évidemment. Bill était un bon partenaire de bridge, par ailleurs. Il possédait les 2 qualités nécessaires. Il maîtrisait les règles essentielles et se laissait dominer par Lottie. Par conséquent, que son nouveau mari tienne le rôle du mort durant la plupart de leurs soirées bridge lui apparaissait comme un juste retour des choses. Leurs partenaires de jeu à l'Overlook étaient les Campson et les Werker plus fréquemment. Werker était un chirurgien septuagénaire qui avait pris sa retraite à la suite d'une crise cardiaque presque fatale. Son épouse souriait beaucoup et parlait tout bas. Ses yeux ressemblaient à des pièces de 5 cents brillantes. Il avait un niveau passable, ce qui ne les empêchait pas de le battre, Lottie et Bill, à tous les coups. Les rares fois où les hommes jouaient contre les femmes, ils finissaient par battre à plate couture Lottie et Malvina Werker. Lorsqu'ils jouaient contre Bill et Malvina, Lottie et le docteur Werker gagnaient généralement, sans en retirer la moindre satisfaction, car Bill était un imbécile, et aux yeux de Malvina, le bridge n'était rien d'autre qu'un instrument social. 2 soirs plus tôt, lorsque le médecin et son épouse avaient annoncé 4 trèfles en toute irrégularité, Lottie avait froissé les cartes dans sa main, victime d'un excès de colère qui ne lui ressemblait pas. Habituellement, elle savait contrôler ses émotions. « Tu aurais pu ouvrir à pic au 3e pli », s'emporta-t-elle contre Bill. « Ça ne serait pas allé plus loin. »« Mais, ma chérie, » bredouilla Bill, « je croyais que tu étais peu fournie en pique. Dans ce cas, je n'aurais pas annoncé 2, si... Ah, je ne sais pas pourquoi je continue à jouer avec toi. » Les Werker les regardaient d'un air un peu surpris. Plus tard, ce soir-là, Madame Werker, la femme aux yeux brillants comme des pièces de 5 cents,
confierait à son mari qu'elle les prenait jusqu'alors comme un joli petit couple, très amoureux. Mais lorsque Lottie avait froissé les cartes de cette façon, elle avait eu l'air d'une vraie mégère. Bill la regardait, bouche bée. « Je suis sincèrement désolé, » dit Lottie en reprenant les rênes de son self-control pour tirer dessus d'un petit coup sec. « Je ne suis pas dans mon assiette. Je dors mal. »« Quel dommage, » dit le médecin. « D'habitude, l'air de la montagne... » Nous sommes presque à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, figurez-vous, et propice au repos. Il y a moins d'oxygène, et le corps ne... Je fais des mauvais rêves, le coupa Lottie. En effet, et plus que des mauvais rêves, des cauchemars. Pourtant, elle n'en avait jamais fait beaucoup, ce qui indiquait certaines choses, dégoûtantes et freudiennes, sur son psychisme certainement, même quand elle était enfant. Oh, bien sûr, elle avait fait quelques rêves, banals dans l'ensemble. Le seul qui pouvait s'apparenter à un cauchemar, et dont elle se souvenait, c'était celui dans lequel elle faisait un discours devant toute l'école de son prix de bonne citoyenne. En baissant les yeux, elle s'apercevait qu'elle avait oublié de mettre sa robe. Plus tard, quelqu'un lui avait appris que tout le monde, ou presque, faisait ce genre de rêve à un moment ou à un autre. Dans chaque rêve, elle arpentait une partie différente de l'hôtel. Les rêves qu'elle faisait à l'Overlook étaient bien plus affreux. Il ne s'agissait pas d'un rêve ou deux qui se répétaient avec des variations. Ils étaient tous singuliers. Seul le décor restait identique. Et chaque fois, elle avait conscience de rêver. Elle savait qu'une chose terrible, effrayante, allait lui arriver au cours de ce rêve. Il y avait là un aspect inéluctable, particulièrement horrible. Dans un de ses cauchemars, elle courait vers l'ascenseur, car elle était en retard pour le dîner. Tellement en retard que Bill était déjà descendu, furieux. Elle appuie sur le bouton de l'ascenseur qui arrive aussitôt, vide, à l'exception du liftier. Elle songe que c'est étrange, mais trop tard. À l'heure des repas, l'ascenseur est toujours bondé, bien que ce stupide hôtel soit à moitié rempli seulement. L'ascenseur possède une capacité ridiculement limitée. Son malaise s'accroît lorsque l'ascenseur descend, et continue à descendre beaucoup trop longtemps. Il aurait déjà dû atteindre le hall, ou même le sous-sol maintenant. Pourtant, le liftier n'ouvre pas la porte, et la sensation de mouvement descendant se poursuit. Habitée par un mélange d'indignation et de panique, elle tapote sur l'épaule de l'homme, découvrant alors, trop tard, là encore, que son corps est spongieux, bizarre, comme un épouvantail bourré de paille moisie. Et quand il tourne la tête pour lui adresser un grand sourire, elle découvre que l'ascenseur est conduit par un cadavre, au teint verdâtre, aux yeux enfoncés et aux cheveux desséchés sous sa casquette. Les doigts refermés autour du levier ne sont plus que des os. Alors qu'elle remplit ses poumons d'air pour hurler, le cadavre abaisse le levier et annonce « Votre étage, madame !» D'une voix rauque, désincarnée. La porte s'ouvre en grand, dévoilant des flammes, des plateaux de basalte et la puanteur du soufre. Le liftier l'a conduite en enfer. Dans un autre rêve, elle se trouve sur le terrain de jeu en fin d'après-midi, dans une lumière étrangement dorée, alors que des nuages d'orage noircissent le ciel. Des filaments de pluie dansent entre deux des sommets dentelés, plus à l'ouest. On dirait un paysage à la Bruegel, un moment d'ensoleillement et de basse pression. Lottie sent une présence derrière elle, mouvante, dans les taupières. En se retournant, elle découvre horrifiée que ce sont les taupières elles-mêmes qui bougent. Les éoformes animales ont quitté leur emplacement pour ramper vers elle. Les lions, le bison et même le lapin, qu'elle trouve si amusant et sympathique habituellement. Leurs traits hideux fixés sur elle, les créatures avancent lentement vers le terrain de jeu, sur leurs pattes végétales, vertes, silencieuses, mortelles sous les nuages noirs. Dans le cauchemar qu'elle venait de faire, l'hôtel était en feu. En se réveillant dans leur chambre, elle constate que Bill a disparu et que la fumée envahit lentement toute la suite. Elle s'enfuit en chemise de nuit, mais se prend dans les couloirs étroits, obscurcis par la fumée. Tous les numéros semblent avoir disparu sur leurs portes des chambres, et impossible de savoir si elle court vers l'escalier et l'ascenseur, ou si, au contraire, elle s'en éloigne. Au détour d'un couloir, elle découvre Bill derrière la fenêtre, tout au bout, qui lui fait signe d'avancer. Sans savoir comment, elle a couru jusqu'à l'arrière de l'hôtel, et elle se trouve là, sur le palier de l'escalier de secours. La chaleur lui rôtit le dos à travers l'étoffe vaporeuse de sa chemise de nuit. Tout l'hôtel doit être en flammes derrière elle. C'est peut-être la chaudière. Il fallait toujours garder un œil sur la chaudière, car sinon, elle a rampé sournoisement vers vous. Lottie veut repartir, mais soudain, quelque chose s'enroule autour de son bras,
comme un python pour la retenir. C'est une de ces lances d'incendie qu'elle avait vues accrochées sur les murs du couloir. Des tuyaux de toile blanche, dans un cadre rouge, vif. Celui-ci s'est animé. Il se tortille et s'enroule autour d'elle, immobilisant une jambe maintenant, puis son deuxième bras. Elle ne peut plus bouger. Le tuyau la tient fermement, et devient de plus en plus chaud. Elle entend le crépitement vorace des flammes, à quelques mètres derrière elle seulement. Le papier peint se décolle et cloque. Bill n'est plus sur le palier de l'escalier de secours. Et c'est alors qu'elle s'est réveillée dans le grand lit de place. Il n'y avait aucune odeur de fumée, et à côté d'elle, Bill Fisbury dormait du sommeil du juste. Juste stupide, oui. Elle avait transpiré, et s'il n'avait pas été si tard, elle se serait levée pour prendre une douche. Il était 3h15. Le docteur Virker avait proposé de lui donner un somnifère, mais Lottie avait refusé. Elle se méfiait de toutes ces mixtures que vous introduisez dans votre corps pour assommer votre esprit. C'était comme abandonner volontairement la barre de votre navire, et elle s'était juré que cela n'arriverait jamais. Mais pour les 4 jours à venir, tous les matins, le médecin faisait des parties de palais avec sa femme, aux yeux comme des pièces de monnaie. Alors peut-être qu'elle irait le trouver pour obtenir cette ordonnance, finalement. Lottie regarda le plafond blanc tout là-haut, scintillant comme un fantôme. Et elle s'avoua une fois de plus que l'Overlook avait été une grave erreur. Aucune des publicités que l'on trouvait dans le New Yorker ou l'American Mercury n'indiquait que la véritable spécialité de cet hôtel était de faire perdre la boule de ses clients. 4 jours encore. C'était beaucoup. Elle avait commis une erreur, d'accord, mais une erreur qu'elle ne reconnaîtrait jamais, ou ne serait jamais obligée de reconnaître. De fait, elle était certaine de pouvoir. Il fallait toujours garder un œil sur la chaudière, car sinon, elle rampait vers vous. Qu'est-ce que ça voulait dire? Était-ce une de ces pensées sans queue ni tête, qui vous traversent l'esprit parfois, dans les rêves? Du charabia? Évidemment, il y avait sans doute une chaudière au sous-sol, ou quelque part pour chauffer l'hôtel. Même les lieux de villégiature estivale avaient besoin d'une chaudière, non? Ne serait-ce que pour fournir de l'eau chaude. Mais une chaudière pouvait-elle ramper? Il fallait garder un œil sur la chaudière. Ça ressemblait à ces devinettes loufoques. Quelle est la différence entre un canard? Quand un corbeau ressemble-t-il à un bureau? Qu'est-ce qu'une chaudière qui rampe vers vous? C'est comme les taupières, peut-être. Dans un de ces cauchemars, les taupières rampaient. Et cette lance à incendie qui... Que faisait-elle? Elle ondulait? Un frisson glacé la parcourut. Ce n'était pas bon de ressasser les rêves, dans le noir. Ça risquait de vous perturber. Mieux valait penser aux choses que vous alliez faire en rentrant à New York, à la manière dont vous alliez convaincre Bill qu'avoir un bébé était une mauvaise idée dans les médias, tant qu'il n'était pas solidement installé dans le fauteuil du vice-président que son père lui avait offert en guise de cadeau de mariage. Elle va ramper vers vous. Et comment vous alliez l'inciter à rapporter du travail à la maison, pour qu'il s'habitue à l'idée que vous alliez vous y investir énormément? Où était-ce tout l'hôtel qui rampait? Quelle était la réponse? Je serai une bonne épouse, songeait Lottie dans un état d'exaltation. On s'organisera comme on l'a toujours fait au bridge. Il connaît les règles du jeu. Et il sait qu'il doit me laisser les rênes. Oui, ce sera comme au bridge, exactement pareil. Et même si on n'est pas au mieux de notre forme ici, ça ne veut rien dire. C'est à cause de l'hôtel, ces rêves. Une voix catégorique. Oui, c'est ça. C'est cet endroit. Il rampe. Oh merde, murmura Lottie qu'il galonne dans le noir. Elle était consternée de voir combien elle était à cran. À l'instar des nuits précédentes, elle ne se rendormirait pas maintenant. Elle resterait allongée là, dans ce lit, jusqu'à ce que le soleil se lève, et alors elle éprouverait un sentiment désagréable pendant 1 heure environ. Fumer au lit était une mauvaise habitude, une horrible habitude, mais depuis quelque temps, elle déposait ses cigarettes dans un cendrier à côté du lit, par terre, en prévision des cauchemars. Parfois ça la calmait. Au moment où elle se penchait pour prendre le cendrier, une pensée la frappa comme une révélation. Cet endroit rampe, comme s'il était vivant. C'est alors que la main invisible sortit de sous le lit pour agripper son poignet, fermement, dans un geste presque lubrique. Un doigt rêche, comme de la toile, gratta sa paume de manière suggestive. Il y avait quelque chose sous le lit, pendant tout ce temps, et Lottie se mit à hurler. Elle hurla à en avoir la gorge en feu, à vif, et les yeux exorbités. À côté d'elle, Bill était réveillé, livide de terreur. Quand il alluma la lampe de chevet, Lottie bondit hors du lit, courut se réfugier dans le coin le plus reculé de la chambre, en chine-fusil, le pouce dans la bouche.
Bill et le docteur Werker s'efforcèrent l'un et l'autre de comprendre ce qu'il n'allait pas. Elle leur expliqua, mais elle avait gardé son pouce dans la bouche. Et il leur fallut un certain temps pour saisir ce qu'elle disait. « Il rampait sous le lit, il rampait sous le lit !» Bien qu'ils aient retourné le couvre-lit, et bien que Bill ait soulevé le lit par les pieds pour lui montrer qu'il n'y avait rien dessous, pas même un troupeau de moutons, Lottie refusa de quitter le coin de la chambre. Lorsque le soleil se leva, elle y consentit enfin, et elle ôta son pouce de la bouche. Mais elle demeura à l'écart du lit. Elle observait Bill Fizbury de derrière son visage d'une blancheur de clown. « On rentre à New York, déclara-t-elle. Dès ce matin. »« Oui, bien sûr, marmonna Bill. Bien sûr, ma chérie. » Le père de Bill Fizbury succomba à une crise cardiaque 15 jours après le crash boursier. Bill et Lottie ne parvinrent pas à sauver la société du naufrage. La situation empira. Au cours des années qui suivirent, elle repensa souvent à leur lune de miel à l'hôtel Overlook, au cauchemar, à cette main de toile qui était sortie de sous le lit pour presser la sienne. Elle repensait à tout ça de plus en plus souvent. Finalement, elle se suicida dans une chambre du motel à Yonkers, en 1949. Femme aux cheveux prématurément gris et au visage prématurément ridé. Après 20 ans, la main qui avait agrippé son poignet quand elle s'était penchée pour prendre ses cigarettes ne l'avait jamais lâché, véritablement. Elle laissa un mot, une seule phrase, écrite sur un bloc Holiday Inn. « Je regrette qu'on ne soit pas allé à Rome. » Traduit par Jean H. Stephen King. Vous venez d'écouter le prologue de Shining. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification surtout pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos qui vont sortir. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et dites-moi en commentaire votre ressenti par rapport à ce prologue. Merci et à très bientôt.